micro et va sur le centre de la scène. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va? Enchanté Nicolas. Enchanté Billy. Bonjour. T'as mis les lunettes de soleil pour... J'ai mis les lunettes de soleil, c'est ma petite signature Parfait. pour compléter l'outfit. Eh bien, bonjour Martin, bravo. Tu es arrivé dans les 5 finalistes parmi 200 candidats. Putain, c'est beau ça. Bravo, parce que nous, à l'époque, je pense qu'il y avait, au tout début du Primouji, peut-être un peu moins de candidats. Donc la pression était un peu moins forte. Tu as créé ta boîte, du coup, en décembre 2022. Et avec Hollis, tu veux démocratiser la réalisation d'analyses de cycle de vie, donc l'ACV, ce qu'on fait chez nous, chez Fago, sur tous nos produits, pour permettre aux entreprises d'accélérer leur démarche d'éco-conception de produits et de services et qu'on puisse tous faire des choix de consommation plus raisonnés. Exactement, c'est super bien résumé. Et tu le fais, pardon Martin, avec Paul Gradicki, qui est ton associé. J'ai mélangé votre nom et je m'en excuse. Dis-nous. Et donc boîte qu'on a cofondée avec Paul, projet sur lequel on est depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que faire des produits durables, ça commence déjà par comprendre quels sont leurs impacts. Et comprendre quels sont leurs impacts, c'est super compliqué. Il peut y avoir des impacts de plein d'endroits, des matières premières, de toute la logistique, de l'utilisation des produits. Si on prend un t-shirt qui va être lavé, et ça représente déjà 40% de l'impact total. Et donc si on veut faire des choix raisonnés, ça demande de faire cette analyse complète du cycle de vie. Sauf que ça coûte extrêmement cher, ça peut monter jusqu'à 100 000 € pour un seul produit. Heureusement, ce n'est pas la moyenne. Et donc nous, on s'est dit, il y a 2 choses. Déjà, il y a des petites entreprises qui ont à cœur de vraiment avoir des valeurs environnementales et qui ne vont jamais pouvoir débourser ce type de somme. Et puis de l'autre côté, on a les très grandes entreprises qui font des milliers de références à l'année. Et si on veut qu'elles puissent tout quantifier, ça va demander de leur fournir un outil qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Carrément. Et tout ça, c'est évidemment disponible en ligne. On est autonome dans sa démarche pour faire sa première ACV, la payer et obtenir le résultat. Ouais, avec Paul, on a tous les deux eu un parcours assez scientifique dans nos études. Et pourtant, quand on est arrivé dans les rayons d'un supermarché, on était incapable de savoir quels étaient les bons produits. Et donc, nous, on s'est dit, déjà, on a le bagage scientifique, mais alors des gens qui ont un bagage technique, métier qui est extrêmement fort, mais peu de connaissances en environnement, ils ne vont jamais pouvoir avancer si on ne les aide pas. Et donc, l'enjeu, c'est de rendre tout à fait didactique cette approche. On a une plateforme qui a été conçue avec les experts métiers. On a échangé avec plus de 250 entreprises à date. Ils nous ont fait des retours, qui nous ont dit ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils ne comprenaient pas. Et grâce à ça, on peut les laisser en autonomie. Évidemment, on a fait certifier la plateforme pour s'assurer quand même que ça ne soit pas un super outil de greenwashing, parce que c'est toujours le risque quand on veut accélérer les choses. Et on met aussi un petit peu d'IA, parce qu'il reste des tâches que personne n'a envie de faire. Et donc ça, c'est super cool quand c'est les algorithmes qui s'en occupent. Et alors, si concrètement on veut faire une ACV d'un produit, ça coûte combien? Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement le déroulé d'une ACV? Ouais. Donc ce sera un abonnement, c'est du SaaS, assez classique, abonnement à la plateforme, sauf que nous, on ne va pas faire un tarif qui change en fonction du nombre d'utilisateurs. On veut que ça reste collaboratif, on veut que des designers puissent comprendre les impacts, que des gens en charge de logistique, les personnes du marketing, que tout le monde soit vraiment impliqué et que ça crée une base commune. Donc c'est un tarif qui est peut-être un peu plus cher au début, c'est quelques milliers d'euros pour des petites entreprises, et puis après ça va augmenter en fonction du nombre d'analyses qui sont faites à l'année. Plus on en fait, plus on paye, c'est assez normal, pour pouvoir ensuite dimensionner ça sur l'ensemble du catalogue. Ça existe depuis combien de temps? Comment ça marche? Quels sont les premiers résultats? Donc création d'entreprise en octobre, on a aujourd'hui une quinzaine de clients, on pense faire un CA de plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette première année d'exercice. Ça marche plutôt bien, on a à la fois des grands comptes comme des plus petits acteurs, avec une très très bonne satisfaction, au point même qu'on a plus de recommandations, ce qui nous permet de même plus faire de démarchage à date. Et puis on a été reconnu aussi récemment par l'UNESCO pour notre travail sur l'intelligence artificielle et les objectifs du développement durable, et on espère continuer comme ça, d'avoir ce type de reconnaissance, parce que ça donne aussi beaucoup de visibilité et de crédibilité. Et comment fonctionne le tandem? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a de la tech? Est-ce qu'il y a des compétences respectives qui vont bien ensemble? Ouais, donc base environnementale pour Paul et moi, et ensuite vraiment une divergence. Lui est parti beaucoup plus dans la tech, il a fait de l'intelligence artificielle assez poussée, il est parti en Angleterre aussi pour se former, et moi beaucoup plus sur les aspects business, design, innovation. J'ai fait 1 an de design avec Saint-Gobain, et ensuite on s'est retrouvés, on était en sortie d'études, on s'est demandé ce qu'on allait faire, et là on s'est dit go à fond dans le projet. C'est très récent. Est-ce que tu as déjà un petit peu de recul? Est-ce que c'est ce que tu attendais, en fait, ces premiers mois d'entrepreneur? Est-ce que tu les vis exactement comme tu t'y attendais ou pas? Je pense que ce serait assez bizarre de pouvoir prédire. Non, mais est-ce que on évoquait tout à l'heure, tu vois, la difficulté d'entreprendre, la décision de prendre des risques, etc. C'est facile? Comment sens-tu le parcours et le voyage?
Pour Paul et moi, on savait qu'on voulait avoir de l'impact, on ne savait pas quel chemin prendre. On a envisagé plusieurs choses, la recherche, la politique, les grandes entreprises, parce que c'est à chaque fois, et même l'associatif aussi, à chaque fois c'est des zones où on peut avoir de l'impact. Pour tous les deux, on s'est rendu compte assez vite que l'entrepreneuriat c'était ce qui nous convenait le mieux, parce qu'il y avait du challenge, parce qu'il y avait du défi, et aussi parce qu'il y a une très grosse maîtrise et une très grosse responsabilité sur ce qu'on fait. Et donc dans ce sens-là, oui, on s'attendait à avoir des défis, on a des défis, on est très content d'avoir des défis, les surmonter au quotidien. Après, il y a aussi eu des grosses difficultés. Il y a des choses qui sont, même si on est dans le secteur de l'environnement, on se dit que tout le monde est plutôt sympa, parfois ce n'est pas le cas. Donc il faut apprendre à être résilient, et ça, je pense que c'est vraiment une caractéristique clé pour les entrepreneurs. Si tu devais avoir un mentor, qui choisirais-tu aujourd'hui? Si tu avais le choix là, dans un catalogue. Est-ce qu'il y en a un catalogue de mentors? Oui, il y en a qui a un très grand catalogue. De tête comme ça, je ne pourrais pas te dire. On a déjà 3 mentors qui nous accompagnent sur différents aspects. Yves, plutôt business, Vincent sur le côté un peu développement, et puis Thibaut, beaucoup plus sur l'opérationnel, qui a monté sa startup 1 an avant nous, donc il connaît aussi tous les petits tips de comment est-ce qu'on galère quand on est au début. Après, on adorait avoir d'autres mentors sur mieux comprendre l'industrie en France et dans le monde, mieux comprendre l'analyse de cycle de vie. On a maintenant une très grosse expertise en interne, mais je pense que c'est toujours bien de se faire challenger et de se faire accompagner. Ok. Et une question qui va devenir traditionnelle dans les prochaines éditions, c'est un moment, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment boom dans ta boîte, dans ce parcours que tu as depuis 2022? Le moment que tu retiendrais? Il y a eu beaucoup de moments boom, j'essaie d'en choisir un. Mais je pense que ça a été l'arrivée de notre première CDI. C'est première fille aussi dans l'équipe, chose qu'on aurait souhaité faire plus tôt, et ça ne s'est pas fait avec les opportunités qu'il y avait. Et personne, donc Alice, qui est incroyable, super profil, qui taffe vraiment, c'est irréprochable ce qu'elle fait, et avec qui on espère pouvoir continuer comme ça assez longtemps. Superbe. Bravo, en tout cas, un grand bravo à toi, Martin. merci infiniment. On va accueillir un deuxième entrepreneur avec Jean-Marie Lecor de Inici. Merci à Jean-Marie de nous rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'énergie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Tu es en fait le porteur d'un projet qui s'appelle Inici. Exactement. Tu as envie de changer la mobilité par le vélo, qui est incroyablement tendance, et je crois que là-dessus, tu es clairement sur les bons sujets. Date de création, c'est tout récent, 3 avril 2023. C'est ça. En fait, la date de création même était un petit peu repoussée pour des soucis à côté techniques, mais ça sera fait la courant ce mois-ci, au mois de juin, quoi. Alors raconte-nous, moi j'ai une définition. Tu accélères le passage à la mobilité verte en développant une nouvelle transmission de vélo par Cardan, robuste, fabriquée localement, en cours de brevetage, répondant aux enjeux de la nouvelle mobilité et de la logistique. Alors quel est le marché et en quoi est-ce nouveau, en quoi est-ce différenciant sur ce marché? Il y a eu récemment, je crois, il y a 2 pas de Paris, un show sur le vélo. Oui. Il y a un nombre de fabricants absolument incroyable, tout le monde est Vélo en vélo. Paris, ouais. Comment on existe maintenant sur ce marché qui est un marché incroyablement porteur? Alors, du coup, donc, vous l'avez bien compris, on va parler vélo. Nous, donc, on s'est attelé à la transmission. C'est ce qui va permettre en fait à votre vélo d'avancer, donc la chaîne concrètement. Oui, bêtement. Oui. Et en fait, nous, on est parti d'un constat avec l'un de mes associés qui est présent, donc Johan, c'est que la majorité de ces pièces sont fabriquées en Asie. Et en fait, les assembleurs français et européens sont complètement dépendants des équipementiers. Et en plus de ça, on a l'apparition des vélos cargo pour la logistique à vélo, pour le transport de marchandises, et les vélos assistance électrique que tout le monde connaît, je pense, qui sont en fait des applications où les transmissions ne sont pas du tout adaptées parce qu'elles s'usent beaucoup trop vite. Et en fait, nous, on souhaitait proposer une solution avec le Cardan, qui est quelque chose de beaucoup plus robuste et qui, en plus de ça, nécessite beaucoup moins d'entretien. Donc pour les particuliers et même les gestionnaires de flotte de vélos, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Et en plus de ça, avec tous les plans vélos qui sortent avec le gouvernement, donc on est vraiment dans une bonne dynamique en France pour le développement de la filière cycle, que ce soit sur les infrastructures comme sur la partie équipementier. Alors vous avez tous les deux un parcours d'ingénieur, je crois. C'est ça. Et toi, tu travailles dans un magasin de vélo. Alors en fait, on est 3 à la base. Donc il y a Johan qui lui est notre commercial, qui donc lui a bossé dans une boutique de vélo. C'est lui, pardon. Je pense exactement. que c'était toi, Ouais. excuse-moi. Et qui lui a fait le constat. Et donc Léonard et donc moi-même Jean-Marie, qui sommes issus de l'ICAM. On a fait donc l'école d'ingénieur ICAM, généraliste. Et donc à la base, moi, je suis issu du secteur automobile, donc j'ai bossé en conception mécanique. Et Léonard, lui, du secteur de la défense. Qu'est-ce qui t'a amené vers le MoveJ? Pardon? Qu'est-ce qui t'a amené vers le MoveJ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené vers le MoveJ? En fait, nous, on est à la recherche à la base de personnes pour nous donner des conseils, des mentors. Et en fait, quand on a vu le programme du MoveJ, on s'est dit c'est exactement ce qu'on recherche. Des personnes qui sont bienveillantes, qui seront là pour nous apporter des conseils et même leur expérience.
C'était vraiment ce qu'on recherchait, et aussi de la visibilité forcément. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné sur le Mouv'J dans la catégorie donc, porteur de projet. Des ambitions, parce que je vois sur ta fiche Mouv'J, en fait, il y a quelques projections de chiffres. Vous envisagez de faire 900 000 euros de chiffre d'affaires à 3 ans, 8 personnes. Est-ce que c'est bien parti? Alors déjà, on a déjà une quinzaine de prospects, donc, ce sont des entreprises, donc, des assembleurs de vélos qui sont venus nous démarcher. On n'a fait aucune démarche de prospection commerciale parce qu'en fait, ils sont vraiment dans le besoin. On a aussi intégré la filière vélo de l'Ouest, donc ils nous ont fait en fait une faveur parce qu'à la base, il fallait être créé pour pouvoir l'intégrer. Mais ils ont fait une exception pour nous parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et on va avoir donc un premier vélo prototype qu'on va présenter cet été au Pro Days, donc au Parc des Expos à Versailles. Je vous invite d'ailleurs à y faire un tour pour venir nous voir. Et donc, l'objectif après, c'est de pouvoir le faire tester auprès de nos prospects pour pouvoir, pourquoi pas, derrière transformer en client. Nicolas? Déjà, bravo parce que c'est un entrepreneur de l'Ouest et nous, maintenant, Fago, nous sommes basés à Nantes depuis 3 ans. Okay. Quand est-ce qu'on peut tester avec l'équipe le prototype? Du coup, c'est en juillet que tu lances un prototype, j'imagine, donc ce que je comprends bien, avec un fabricant de vélo, c'est ça? Vous allez fournir cette pièce, c'est ça. Comme aujourd'hui Shimano pourrait le fournir. Exactement. En fait, donc le vélo a été fait par une entreprise du côté de Tours qui s'appelle Sifac, qui est un fabricant artisanal de vélos. Et en fait, nous, on va venir équiper notre transmission dessus et après, on la fera tester donc, à toutes les personnes qui le souhaitent. Et ça sera sous quelle marque? Sous la marque Unici en fait, la transmission. Après le vélo. Non, le vélo, ouais. Le vélo est donc sous le logo de la marque, mais après par la suite, nous, notre objectif c'est d'être quand même équipementier. Donc c'est en fait de s'associer avec les assembleurs pour en fait leur fournir la transmission à leur logo en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on réindustrialise la production parce qu'en fait le vélo c'est le marché évident. Exactement. Est-ce qu'on réindustrialise vraiment en France maintenant? Oui, en fait là il y a, au moment où je vous parle, il y a même un contrat de filière qui est en train de se négocier avec l'État. Donc il y a des entreprises comme la Manufacture Française du Cycle ou Intersport, je pense que ça parle à tout le monde. Qui sont en train de retravailler sur la localisation des fourches des vélos. Et nous, à côté, on travaille avec eux justement sur la partie transmission parce que en fait, l'objectif, c'est que tous les équipements puissent être fabriqués sur le territoire. C'est fantastique. Et vous passez par qui? Qui vous fabrique concrètement la transmission? Alors en fait, c'est des entreprises sur le territoire nantais qu'on a identifiées, avec qui on est en train de travailler justement sur les moyens de production de la transmission. Parce que pour l'instant, on reste sur de l'usinage classique, mais après, en fonction des volumes, on espère monter sur des moyens de production un peu plus poussés, comme de l'emboutissage, typiquement. Et vous pourrez toujours le sous-traiter ou il va falloir créer vous-même la filière de production? Alors, pour débuter, on fera sous-traiter la fabrication et nous, on fera l'assemblage en interne. Et après, par la suite, l'idéal, c'est de pouvoir fabriquer nous-mêmes nos pièces, oui. Et on évoquait tout à l'heure les principaux défis, challenges, besoins qu'on a quand on crée une entreprise de cette nature industrielle, qui plus est. Quels sont-ils pour vous? Les challenges? Oui. Ce qui est devant vous, là, les difficultés devant vous qu'il faut résoudre. Alors, le grand challenge qu'on a actuellement, c'est industrialiser le produit. Parce que forcément, on a dessiné toutes nos pièces pour que ça soit fait pour l'usinage. Mais en fonction des moyens qu'on va choisir, faut repenser un peu les pièces, repenser la manière de fabriquer. Et aussi, quand on s'adresse à des entreprises qui produisent, il faut leur indiquer les volumes. Toutes ces choses-là, en fait, sont des choses qui sont assez compliquées à dimensionner. Donc, ça prend un peu de temps, quoi. Une dernière question? Eh bien, la question boom. Question boom. Qu'est-ce qui a fait boom? Un souvenir qui a fait boom depuis la création de ta boîte avec tes associés? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Le moment le plus fort. Le moment le plus fort, c'est quand on a nous intégré la filière Cycle Grand Ouest. Il y a maintenant quelques mois. En fait, on les a rencontrés. On a rencontré des grandes personnes comme le PDG de la Manufacture Française du Cycle, qui est en contact avec le patron d'Intersport. Et donc c'est des personnes qui sont très bienveillantes et qui nous accompagnent encore aujourd'hui. On a une collaboration avec le deuxième plus gros assembleur de vélos, ceux qui font les flottes de vélos de ville. Donc c'est vraiment toutes les personnes qu'on a rencontrées qui pour nous sont vraiment, je pense, le terme adapté boom. C'est vraiment incroyable. Bravo et merci pour ce soir. Bonne chance pour ce soir. Merci. On croise les doigts pour vous tous. Et bravo pour cette magnifique aventure. Nicolas, on accueille un troisième finaliste. Oui, absolument. Awa. Oui, c'est à toi de le faire. Bien sûr. Mais je veux bien le faire. Awa, bonjour et bienvenue. Non, oui. Awa Baradji. Bonsoir Awa. Bonsoir. Bonjour. Il fait nuit, on dit bonsoir maintenant, ça va pas du tout. Prenez un micro et mettez-vous sur le centre de la scène. Bienvenue. Pardon. Merci. Je te laisse présenter Awa. Absolument. Alors moi c'est... Présente-toi, vas-y. Non, je t'en prie, présente-toi. C'est formidable, vas-y, présente-toi. Moi c'est Awa, j'ai 26 ans. Je suis la cofondatrice de la marque Cababsorbra, marque de soutien-gorge d'allaitement absorbant, made in France et éco-responsable, que j'ai fondée du coup avec ma sœur Kani. Il y a combien de temps?
Il y a, alors on est créé officiellement depuis avril 2023, sauf qu'on bosse sur ce projet depuis 2 ans et demi maintenant. Superbe, Voilà. bravo. Merci. J'espère qu'il y aura un nouveau prix Mouv' dans le textile, ça serait superbe ça. Ouais. Bravo à toi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu la genèse de cette idée? Quel a été le premier boom? Pourquoi est-ce que tu as eu cette idée? Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce beau parcours? D'accord. Alors pour l'anecdote derrière l'histoire de Kebab Il y a Sorbra, toujours une anecdote derrière les créations. ma sœur et moi, on a accouché exactement le même jour. Ah oui. On a vécu nos grossesses ensemble, on a vécu nos allaitements ensemble et on subissait les désagréments des fuites de lait. Entre autres, la sensation permanente d'humidité, les draps trempés au réveil, les hauts tachés également, les odeurs de lait caillé qui nous suivaient à longueur de journée. Et on a décidé de dire stop, parce qu'on avait comme seule alternative les coussinets d'allaitement jetables qui présentaient leurs limites, parce qu'ils irritent la peau, il faut les changer régulièrement, ils ne restent pas en place, et en plus de ça, ils ont un fort impact écologique. Mais Voilà. donc du coup, comment tout d'un coup on transforme cet inconvénient en activité, en entreprise, dis-moi? Du coup, à ce moment-là, il y avait l'essor des culottes menstruelles. Et donc, en fait, on s'est dit, pourquoi ne pas calquer ce modèle-là sur les soutiens-gorge d'allaitement classiques? Et on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Nulle part. Alors qu'on allaite depuis la nuit des temps. C'est pas normal. Vous avez fait votre étude un peu partout, sur C'est ça. Internet, dans tous les sens. C'est ça, Il y avait exactement, dans rien. différents pays. Il y avait des choses, des systèmes où on avait des coussinets amovibles, mais il n'y avait rien, en fait, de directement intégré dans le soutien-gorge d'allaitement. Donc de là, on a pris nos bébés sous les bras, on est parti démarcher des fournisseurs, des couturières, des modélistes pour créer nos propres prototypes qu'on a pu tester du coup en direct, qu'on a fait tester et on a déposé un brevet également auprès de l'INPI pour protéger le concept. Et alors, une fois que tu as l'idée, j'imagine qu'il faut le designer C'est ça. et le fabriquer. Tu peux nous parler un peu plus de ces 2 étapes-là? Oui, alors du coup, nous, on a fait appel à une couturière modéliste indépendante avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois, qui nous a fabriqué nos 2 modèles de soutien-gorge. Et ensuite, une fois qu'on les a validés, on les a fait tester par d'autres mamans. Et c'est à ce moment-là qu'on a déposé le brevet. Et suite à ça, du coup, on a été dans une démarche de recherche de fabricants. Donc on a cherché un peu partout et on a finalement signé un contrat de fabrication avec le leader de la lingerie française, Chantel, Qui a accepté Bravo. en fait, qui a été conquis par le projet. avec, sans risque qu'ils vous volent l'idée, grâce au brevet notamment, j'imagine. Non, sans risque. Ça fait 1 an maintenant qu'on travaille avec eux, on n'a eu aucun souci. Comment jusqu'à les maintenant. avoir séduits? C'est fantastique. On y est allé au culot, on les a démarchés, Oui. on leur a présenté notre projet, notre idée, ils ont tout de suite été conquis, et eux c'est vrai qu'ils ont à cœur de soutenir les petites marques, les petites entreprises qui se lancent, qui partent de rien, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des grosses marques, et donc on a réussi à les toucher, et ils ont accepté de travailler avec nous. Et est-ce que dans l'idée de ce brevet, c'est de pouvoir vendre à des marques qui existent déjà le système qu'elles pourraient incorporer dans leur soutien-gorge, ou alors c'est de créer toi-même ta marque et de le distribuer par tes propres moyens? C'est ça, c'est de créer nous-mêmes notre marque et de commercialiser nos produits sous notre marque, au nom de Kebab Sorbra. Ok. Voilà. Et les premiers produits sortiront? Alors, les premiers produits sont actuellement disponibles en précommande parce que, comme tu en as parlé tout à l'heure, avec ma sœur, on est actuellement en pleine campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, notre campagne finit dans 2 semaines. Ah. On a déjà atteint Il faut y aller. Alors, plus de 65% de notre objectif. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui voudront nous soutenir et contribuer à notre campagne, j'ai ramené un prototype avec moi que je pourrais vous présenter juste après. Et des petits flyers également avec le QR code qui redirige directement vers la campagne. Et du coup, donc les produits sont actuellement disponibles en précommande et on aura la première collection en juillet 2023. le moment qui... Vas-y, je t'en prie. Et comme ce sont des produits qu'on ne jette pas, bravo à toi, C'est ça, super, réutilisables. réutilisables. Ouais. Et ils sont fabriqués avec quelle matière? Est-ce que je lisais qu'il y avait des matières au Ecotex? Est-ce que tu peux nous en dire un C'est peu ça. plus? Alors, les On sent, tissus sont on sent fabriqués... on sent le pro du textile là, qui parle. Alors, les tissus sont fabriqués avec des tissus certifiés Ecotex et bio. Et du coup, c'est des couches de tissus techniques que l'on a assemblées pour assurer l'étanchéité, l'imperméabilité du produit. Voilà. D'accord, bravo. Merci. On va peut-être lui demander son moment boom. Oui, Hein, évidemment. indispensable.
Le moment qui a été le plus incroyable dans cette aventure, qui était finalement pas du tout prévu. Pas du tout, parce que du coup le projet est parti d'un besoin personnel. Et en fait, c'est vrai qu'avec ma sœur, on a eu énormément de mal au début à asseoir notre légitimité, à réussir à convaincre des collaborateurs, des prestataires de travailler avec nous, parce qu'on était inconnus au bataillon. On a tout fait avec nos propres moyens. Ouais. On n'est pas du tout issus de ce monde-là, de ce secteur-là. Voilà, ma sœur, elle est aide-soignante et auxiliaire de puériculture. Moi, je suis responsable dans une association, donc on vient du secteur social, médico-social. Je suis maman solo de 3 enfants en bas âge. Ma sœur est maman d'un enfant porteur de handicap. Et c'est vrai que on a nos difficultés quotidiennes et on s'est démené pour en arriver jusque-là. Et c'est vrai que on a eu du mal à rallier les gens à notre cause, à les faire croire en notre projet, mais nous on y croyait. Donc ça a équilibré un peu les choses. Et du coup, le moment boom, pour nous, ça a vraiment été la consécration de la signature du contrat avec Chantel, qu'on a rallié à notre cause. Et tout de suite, ça nous a donné plus de crédibilité. Et également, on est passé par un parcours de concours pour gagner en visibilité, gagner des financements, parce qu'on a un projet qui est ambitieux, innovant et onéreux. Et du coup, on a gagné plusieurs concours également à notre actif. Et on a été accompagné par des structures d'accompagnement pour nous aider à développer au mieux notre projet. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Bravo. Merci et beaucoup. bravo. Super. Bravo à toi. Foncez sur Ulule pour réussir ce tour de table. On va accueillir le dernier finaliste. C'est Basile Gaulier de Romanesco. Merci de nous rejoindre. Bonjour Basile. Bonjour Basile. Bonjour. Alors, tu es un des 5 finalistes de cette édition 2023. Tu es le cofondateur de Romanesco. Tu es associé à Félix Gaulier. Vous êtes à Saint-Malo. Ça va faire plaisir à un copain dans la salle. Et la mission en fait, de Romanesco, c'est d'alléger un petit peu les tâches maraîchères. Raconte-nous comment est venue cette idée et ça a donné quelle entreprise ? C'est ça, donc avec mon frère Félix, on a donc eu cette premier contact avec le monde du maraîchage grâce à un de nos oncles qui nous a demandé de fabriquer donc un lit de désherbage pour 2 personnes pour désherber les rangées de carottes. Donc c'est un travail qui est très minutieux, qui se fait sur plusieurs centaines de mètres en juillet, donc sous le soleil. Et donc il y avait cette problématique-là que ces saisonniers donc étaient à 4 pattes dans les champs, avaient un travail qui du coup était pas très régulier, parce que forcément au fur et à mesure de la journée ils allaient de plus en plus vite, mais le travail était un peu éparse. Et donc ils cherchaient une solution pour leur permettre de faire ce travail de manière beaucoup plus régulière. Et ils commençaient à se faire un peu à l'idée de travailler de manière allongée. Et donc on lui avait fabriqué donc un lit de désherbage. Et donc plus récemment, il y a 2 ans, on s'est repenché sur ces problématiques-là avec mon frère. Et donc on a créé l'enjambeur Romanesco, donc qui permet à la fois de travailler en position allongée, mais aussi de faire d'autres opérations dans le maraîchage, notamment assis ou d'assister à la récolte. Et donc c'est un enjambeur polyvalent qui peut à la fois faire porte-outils et donc assister toutes les tâches manuelles dans le maraîchage. Mais quand ton oncle est venu vous voir, c'était à titre de quoi ? Vous étiez étudiant ? Vous étiez ingénieur ? Alors, Qu'est-ce que vous aviez comme compétences qui a suscité Alors l'idée notre de... compétence principale qu'il est venu chercher chez nous, je pense que c'était le fait qu'on soit bricoleur, ingénieur en cours de formation, mais donc on avait déjà un peu cette capacité de mener un projet et donc au terme de fournir une machine fonctionnelle dans le budget imparti. Et donc c'est ça qu'il est venu chercher chez nous, effectivement, je pense. Tu m'expliques pas comment s'est fait le déclic de ce premier produit pour aider un oncle à une entreprise aujourd'hui, en fait ? Alors avec mon frère, on avait donc déjà plusieurs fois mené des projets ensemble. D'entrepreneur, justement ? Alors pas d'entrepreneur, plus dans le monde associatif. Et donc on avait envie de mener un projet entrepreneurial. Mon frère avait bossé plusieurs années avant dans l'industrie. Moi, je sortais tout juste de mes études. Et on a eu cette opportunité-là, du coup, face à ces problématiques-là du maraîchage. Et donc auquel on avait déjà été confronté une première fois. On avait déjà un petit retour d'expérience et donc on a profité de l'occasion pour se mettre à plein temps ensemble sur ce projet-là et proposer une solution plus complète aux maraîchers, donc à un public plus large. Et ton oncle, du coup, a déjà eu un premier retour d'expérience de la première machine livrée Ouais, c'est ça. Donc depuis, il l'utilise maintenant depuis 4 ans. 4 ans, donc ok. C'est, depuis 2017, ouais. Donc c'est une version qui était, on va dire, assez basique. On a prévu d'ailleurs de lui faire des petites améliorations. J'irai le week-end prochain pour lui faire ça. Voilà. Donc bon, maintenant c'est assez anecdotique par rapport à ce qu'on fait comme machine actuellement. Il t'a demandé un toit pour la pluie, c'est ça ? Non, il m'a demandé une marche arrière parce que c'était compliqué de lui faire demi-tour au milieu des rangées quand on était en plein milieu. Mais du coup, ce produit, vous l'avez amélioré et il fait partie de votre gamme de produits aujourd'hui ou pas, celui-là ?
Alors donc aujourd'hui on propose une machine unique, donc il y a un enjambeur qui permet de passer au-dessus des cultures, donc dans les mêmes passages de roue que le tracteur, Oui. et sur lequel on peut venir fixer tout un tas de modules et d'éléments qui permettent à la fois d'assister le travail manuel, donc avec toujours ces lits ou des sièges pour faire par exemple de la plantation, et ça va aussi permettre d'être utilisé comme un petit tracteur électrique, on va dire, pour faire par exemple du désherbage mécanique ou de la plantation. Mais on n'a pas reproduit ce qu'on avait fait exactement pour notre oncle, puisque depuis donc 2017, quand on lui avait fait ça, il y a d'autres fabricants sur le marché qui se sont mis à faire des lits de désherbage, mais c'est des machines qui sont assez monotâches et en fait qui ont l'inconvénient principal de servir seulement 2-3 semaines dans l'année. Ok. Et donc là, je vois que vous avez fait 20 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ça correspond à combien de machines ou combien de... Alors là, en 2022, 20 000 euros, ça doit être... ça correspond pas à grand chose en fait parce qu'on a vendu la première machine en 2023. D'accord. On a fini en fait le développement du prototype en 2022. Donc l'été dernier, on a testé un prototype sur toute la saison. On a construit ensuite un démonstrateur à l'automne qu'on a donc montré pour la première fois au salon Cival à Angers en janvier dernier. Et donc depuis, on est en train de fabriquer donc une pré-série de 5 machines. Dans ces 5-là, donc on en a déjà vendu à peu près la moitié. Et donc il y a d'autres machines qui vont être louées pour la saison, puisque il y a tout ce travail-là qu'on mène en ce moment, qui est donc il y a beaucoup de maraîchers qui trouvent l'idée géniale. Il faut que notre machine fasse ses preuves pendant au moins une saison pour qu'ils après soient convaincus de l'acheter. Vous avez même la chance de pouvoir prévendre donc c'est-à-dire d'engranger de la trésorerie avant même où vous comptez produire, parce que je te disais, on en a produit 5 et il y en a 3 qui ont déjà été achetés. Ouais, c'est ça. Donc là, la pré-série qu'on est en train de fabriquer, effectivement, on a eu la chance d'avoir certains clients qui ont pu nous régler avant même qu'on ait les frais de production. Donc ça, c'était un gros avantage pour la trésorerie, effectivement. Et on a aussi réussi donc le démonstrateur qu'on avait fabriqué à l'automne dernier à le fiabiliser suffisamment pour qu'il soit en autonomie, en location chez un maraîcher actuellement. À quel moment, quand on lance comme ça à partir d'une idée, c'était pas vraiment prévu, c'est un peu un accident, c'est de la serendipity. On sait que c'est l'aventure de sa vie, on sait que c'est ça sur lequel je vais m'éclater pour quelques années ou pour toute la vie. Ça y est, vous y êtes à cette phase ou pas? Là, effectivement, on commence à se rendre compte qu'il va falloir mener cette production. Ouais, en fait, on a faire hâte des de choix. passer vraiment dans la phase de production, de voir nos machines tourner sur le terrain. Je crois que c'est vraiment ce dont on a le plus envie, c'est de savoir qu'à l'instant T, on a plusieurs machines qui rendent service à des maraîchers sur le terrain. C'est une machine, c'est du concret. C'est des personnes qui sont allongées dessus au lieu d'être à quatre pattes en train de planter leur salade, par exemple. Et effectivement, là, on est vraiment dans une phase où on commence à se dire que il faut structurer, il faut commencer à investir, on commence à se structurer, on commence surtout à réfléchir à comment est-ce qu'on va assumer cette production, comment on s'organise, etc. Et effectivement, c'est une phase qui est très intéressante. Qu'est-ce qui t'a amené au MoveJ? Dernière question. Alors le MoveJ, on connaissait pas trop quand on a lancé notre projet. On en a entendu parler il y a peut-être 6 mois. Notamment avec le Grand Prix MoveJ. On s'est dit que c'était une bonne opportunité. On n'a pas de mentor. On en a un qu'on a eu seulement depuis une semaine, mais plus pour la partie commerciale, qui est du coup une personne qui possède une concession agricole, donc qui nous aide sur ce plan-là. Mais on s'est dit que c'était un concours qui pouvait être intéressant, notamment pour nous accompagner plus dans la phase d'industrialisation et de structuration dont vous parliez à l'instant. Si justement tu devais choisir un mentor aujourd'hui, qui choisirais-tu ? Je pense qu'on aimerait bien avoir un mentor qui ait une expérience industrielle un peu du même type que la nôtre et qui puisse nous accompagner dans la structuration. On est en train de faire face à des choix sur est-ce qu'on fait, pour l'instant, les 5 machines qu'on fait en pré-série, on fait toute la soudure nous-mêmes et l'assemblage. Donc à voir si c'est une compétence qu'on garde en interne ou qu'on externalise et comment est-ce qu'on s'organise à ce niveau-là. Bon, je suis sûr qu'il est déjà tout trouvé par les équipes du MoveJ là. En un mot, Alors qu'il est. Et en un mot, ton moment boom, ce moment qui a fait boom justement dans notre entrepreneuriat, celui qui réveille le cœur. Qui résonne encore. Alors le moment où on s'est vraiment rendu compte que c'était le projet, comme vous disiez tout à l'heure, qui allait nous porter pendant plusieurs années. Et donc ce moment boom, je dirais que c'est le salon qu'on a fait du coup en janvier, où pendant vraiment 3 jours ça a été très très intense. On a présenté notre machine du coup aux maraîchers donc, du Grand Ouest, on va dire. Et on a parlé non-stop pendant 3 jours, sachant qu'on était quand même 3. Et ça a été un moment vraiment intéressant et super motivant de voir que la machine plaisait. Et maintenant, il n'y avait plus entre guillemets qu'à en fabriquer et à montrer sur le terrain ce que ça valait. Merci et bonne chance pour ce soir, Basile. Bonne chance pour ce soir.